Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. C'est bien bilan, année 2018. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le volet environnement. Quels sont les faits marquants? Quels sont les sujets qui ont retenu l'attention au cours de l'année 2018? C'est le moment de revenir sur ces préoccupations, les grandes priorités. Quand on parle surtout aujourd'hui de développement durable, vous le savez, l'un des piliers essentiels, c'est bien l'environnement. L'environnement, le cadre de vie, l'environnement, c'est aussi les ressources naturelles. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? C'est le temps de revenir sur ces grands sujets dans le panel 1 de cette émission. Ensuite, le panel 2 sera beaucoup plus consacré au changement climatique. C'est ça, le problème environnemental majeur que connaît la planète depuis déjà plusieurs décennies. Et la COP 24 à Katowice s'est soldée par un accord de Katowice qui définit les conditions d'application de l'accord de Paris obtenu en 2015. C'était à la COP 21. Le panel 2 sera consacré exclusivement à la COP. Bien entendu, on va parler un peu aussi de l'état des lieux en matière de changement climatique au Bénin, et puis on va revenir de long là sur cet accord obtenu à Katowice. Mesdames, Messieurs, pour faire ce débat, les deux panels, premier panel, nous avons avec nous Claire Stéphane Sacramento, journaliste Sika TV. Elle est également du réseau des journalistes engagés contre les catastrophes naturelles au Bénin. Claire, bonjour. Bonjour Corneille. Voilà, merci pour l'invitation. Ben écoutez, c'est un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau avec vous. En face de vous, Marcemin Djondo de la société civile, directeur de BIZ ONG, mais également celui qui coordonne la plateforme des ONG environnement, militants pour l'environnement. Bonjour Corneille. Merci également à vous pour votre disponibilité. Merci. D'accord. On va commencer par le premier sujet qui nous intéresse. Et ça, vous le savez, on a parlé de cela de long en large toute l'année durant. Appelez-vous, en novembre 2017, il y a eu cette loi. Finalement, les députés se sont entendus pour finalement voter cette loi avec la volonté politique aussi, il faut le souligner. La loi apportant interdiction de l'utilisation, production, détention, fabrication, commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. On était en novembre, à la veille de la COP 23 à Borne. Et quelques semaines plus tard, cette loi a été promulguée par le chef de l'État. On a commencé la période, on s'est donné une période de transition. Mais déjà août 2018, la loi est entrée en vigueur. Mais quel est l'état des lieux sur le terrain aujourd'hui? Quelles ont été les politiques adoptées? Parce que le constat, malheureusement, sur le terrain, c'est une situation un peu confuse. Nous avons toujours des sachets sur le terrain, sur le marché, qui sont en utilisation. Sont-ils des sachets plastiques biodégradables ou sont-ils des sachets plastiques non biodégradables? De toutes les façons, mes deux invités sont là pour en parler. Monsieur Djondo, voilà, une loi que nous avons quand même eu, un instrument juridique qui régule désormais l'utilisation de ces matières plastiques, des sachets plus précisément, en République du Bénin. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire selon vous? Merci Corneille de revenir là-dessus. Déjà, nous, au niveau de la société civile, vous vous rappelez qu'on s'était réjoui d'avoir pareille loi parce que c'est le socle, c'est la structure sur laquelle va se baser toute action. Mais l'état des lieux actuellement, elle est mitigée. Mitigée parce que la pollution des sachets plastiques continue. Et quand je dis la pollution continue, il suffit toujours de faire un tour dans nos villes et dans nos campagnes, de faire un tour sur la lagune de Cotonou, et de faire un tour au marché d'Antokpa et de remarquer que les petits sachets noirs de 10 francs, de 25 francs sont toujours en circulation. Donc, pour nous, ça ne porte pas encore. Ça ne porte pas encore, mais ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. Parce que ce que nous aimerions avoir depuis août 2018, c'est déjà des périodes de sensibilisation. Parce que c'est vrai, la loi existe et nul n'est censé ignorer la loi, qu'il faut passer à la répression. Mais si les conditions ne sont pas favorables à la mise en œuvre, à la mise en application de cette loi,
commencer les répressions va poser problème. Donc c'est vrai que parfois, de manière sporadique, on observe à la télé quelques politiciens en train de distribuer des sachets dits biodégradables aux populations, en train de soutenir des promoteurs de fabrication de sachets dits biodégradables, mais de manière sporadique, qui, pour le moment, à notre avis, n'entrent pas dans un programme global de promotion de la fabrication de ces sachets biodégradables, de vérification de l'efficacité de façon biodégradable de ces sachets et de la mise sur le marché de ces produits-là. Donc, c'est tout le processus que nous ne voyons pas encore en place pour dire que cette loi, bien qu'une loi très intéressante et très pratique pour lutter contre la pollution, sa mise en œuvre, pour le moment, pose problème à notre avis. Claire Stéphane, c'est votre avis, c'est pas... Oui, moi j'irais dans le même sens et renchérir ce que M. Diondo vient de dire et dire que oui, quand on se promène partout dans nos grandes villes et au-delà, on voit toujours les tas de sachets, les tas d'ordures jonchés de sachets, mais de plus en plus colorés. Hein, parce que depuis l'avènement de cette loi, sur nos marchés, on voit des sachets de toutes les couleurs. Il y en a de plus en plus de couleurs vertes. Et soit pour dire que bon, c'est mieux pour l'environnement, etc. Et moi, je vois que c'est un peu comme l'ouverture d'un nouveau business. Hein, cette nouvelle loi, parce que je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de garde-fous. D'accord, on a voté une loi, on a l'habitude de voter des lois, parce que bon, au plan international, tel pays, parce qu'on est cité, hein, tel pays ont adopté une loi dans tel sens, et là on applaudit, on dit oui, ben, ça évolue dans ce pays. Mais généralement, on s'en arrête au vote de cette loi. Maintenant, la loi est entrée en vigueur, c'est parfait, c'est intéressant, on applaudit, on est content. Mais quels sont les armements qu'on déploie pour qu'on ait un bon aboutissement à l'application, à la mise en œuvre de cette loi-là? C'est ce que nous ne voyons pas encore sur le terrain. Parler de répression, pour moi, j'appellerais ça un peu comme un péché tout de suite, parce que les populations ne sont pas assez sensibilisées sur la question. Je vais commencer simplement par l'importation, parce que ça part de importation, commercialisation, utilisation, etc. L'importation, nous avons des frontières poreuses, d'accord? Le Nigeria à côté. Qu'est-ce que vous allez dire aux bonnes dames qui sont allées faire des prêts de microcrédit pour donc faire ce commerce-là et qui avaient déjà toute une cargaison? Ou qui font toujours entrer ces cargaisons-là parce qu'on le leur permet. Nous avons la douane à nos frontières, nous avons la police à nos frontières. Qu'est-ce que ces unités font pour empêcher que ces marchandises entrent sur le territoire? Une fois que vous laissez les marchandises entrer sur le territoire, vous ne pouvez plus venir dire nous faisons la répression, nous voulons maintenant empêcher que les gens utilisent ces sachets-là. Donc moi je trouve que c'est déjà un point important et qu'il faudrait qu'on voit un peu de ce côté-là, au niveau de nos frontières. Et également que la sensibilisation y aille très fort, et que dans toutes les langues. Il ne faut pas que nous restions dans les grandes villes pour dire on en a parlé, alors et puis on dit nul n'est censé ignorer la loi. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous voulez dire aux analphabètes, aux gens qui ne comprennent pas? Dans combien de langues est-ce qu'on a véhiculé déjà des messages? Je ne suis pas assez convaincue à ce niveau-là. Et depuis qu'on a annoncé, qu'on a voté cette loi-là, sur nos marchés, faites un tour à Dantopa, vous allez voir des sachets de couleur verte. C'est tout un mélange, c'est toute une confusion. Des sachets qualifiés d'oxo biodégradables. Déjà, c'est déjà assez compliqué pour le commun des mortels. Et là, je soutiens quelque peu une action de Sandra Idossou, entre autres. Il y a beaucoup d'associations qui militent dans ce sens, qui se dit, genre, est-ce que c'est pas mieux d'interdire simplement les sachets plastiques? C'est-à-dire, sachets, on refuse. Parce que après, on ne pourra pas voir les limites.
on ne pourra pas voir, déceler les tricheries. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le constat fait par la grande masse aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, même dans les marchés, les femmes même ont commencé à refuser l'utilisation, à se refuser elles-mêmes l'utilisation des sachets et plastiques, parce que quand on leur a dit, lorsque désormais vous allez l'utiliser, on va vous enfermer. Et au moment où la sensibilisation à un moment donné passait, c'est comme s'il y a un peu de relâchement au niveau de la politique et même, parce qu'on a dit qu'il faut des arrêtés de mise en application et tout. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a du, c'est pas si c'est, on va appeler relâchement, c'est un silence, et c'est ça qui a fait aujourd'hui que vous avez constaté le retour encore d'autres sachets, d'autres types de sachets sur le marché. Et la question que je m'avais posée alors, est-ce on s'est précipité, ou qu'est-ce qui finalement n'aurait pas marché? Est-ce qu'on s'est précipité pour voter cette loi? Pourtant, c'est quand même une loi qui est dans les tiroirs à l'Assemblée. Ça fait plusieurs tentatives avant la proposition du député Okundé. Mais malheureusement, on l'a, cet instrument. Et le Bénin fait partie des derniers pays de la sous-région à avoir un instrument pareil. Mais malheureusement, on a encore l'impression que c'est juste, bon voilà, c'est une loi, on l'a. Et c'est un peu comme les autres lois aujourd'hui où on dit, voilà, il ne faut pas déverser des déchets à tel endroit donné, il ne faut pas mettre aussi à tel endroit donné. Et puis on viole allègrement ces dispositions de ces lois. C'est un peu le cas actuel. Est-ce que ce n'est pas ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Moi, je vais du côté de penser que le verre, au lieu d'être à moitié vide et à moitié plein, parce que c'est déjà un début, c'est pas du tout une précipitation puisqu'on voulait cette loi, elle était la bienvenue. Et deuxième chose, quand vous allez dans les supermarchés maintenant, systématiquement, on ne vous offre plus un sachet. On vous oblige à acheter un sac, ce qui déjà, du point de vue des Béninois, pose une petite réticence à sortir de l'argent. Donc, d'où le recyclage. Au niveau des pharmacies, ça a déjà commencé où on ne vous distribue plus. Donc, c'est déjà un bon début. Mais, quand je parlais de résultats mitigés, ce n'est pas la grande utilisation. La grande utilisation, c'est nous qui payons de pain pour 100 francs et qu'on nous donne ce genre de sachet. C'est la dame qui paie sa bouillie pour 25 francs et qu'on lui donne ce genre de sachet. C'est ça la grande utilisation. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et vous avez raison pour dire qu'au début, on avait eu peur. Parce qu'on s'était dit, si on ne fait pas attention, on va se retrouver en prison. Mais dans le même temps, c'est poser le problème d'alternative. Et je crois que c'est le problème auquel se butait l'exécutif, le problème d'alternative. Parce que dans tous les pays où cette loi a marché, il y a eu en même temps une machine efficace de proposition d'alternatives. C'est des sacs directement en papier. Nous avons l'habitude d'emballer la cassa dans des feuilles de teck. Tout à fait. Nous avions nos vieilles habitudes. Et dites-vous que les populations africaines ont plus tendance au recyclage que d'autres populations. Donc, c'est de réveiller ces tendances, ces habitudes que nous avons. Et je crois que c'est le problème auquel l'exécutif a buté. Quelle est l'alternative que nous proposons à la grande masse qui utilise Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire selon vous? C'est déjà de faire une bonne période de sensibilisation, ne pas lâcher. Parce que nous sommes toujours en position d'utiliser les vieux journaux. Nous ne recyclons pas les papiers journaux. Ça peut servir à cela. Nous ne recyclons pas les papiers de ciment. Ça peut servir à cela. Le sac de la grand-mère, nous continuons. Il y a tellement d'alternatives sur lesquelles nous devrions revenir pour que ce message puisse passer, mais qui a failli à un certain moment et qui a amené... parce que le premier réflexe de nos populations a été tu iras en prison. Quand on te dit tu iras en prison, elles ont eu peur. Elles se sont rendues compte, écoutez, on ne peut pas nous mettre tous en prison parce qu'on ne nous donne pas le choix. Donc maintenant, il faut qu'on propose vraiment ce choix, cette alternative à la grande masse qui utilise ce genre de sachets quotidiennement, en leur expliquant vraiment le bien fondé de recycler, d'avoir toujours
son torchon pour aller payer le pain, son sac pour aller payer le pain, etc., etc. Et dans le même temps, pour les cas où c'est vraiment important, oui, de suivre que ce qu'on nous vend comme sachet actuellement sur le marché soit vraiment biodégradable. Parce que jusque-là, moi, j'ai un doute fort vu le coût de ces sachets-là. Quand on me dit sachet biodégradable et tu vois le coût auquel c'est vendu, j'ai un doute fort. Maintenant, quel est le mécanisme mis en place pour vérifier que tout ce qui est déversé sur le marché dont on dit biodégradable est vraiment biodégradable? C'est ce système-là qui a manqué. Nous avons quand même vu les autorités, je peux citer l'Agence béninoise pour l'environnement, qui a lancé une campagne zéro sachet en plastique dans ce pays. Nous avons vu aussi des autorités du ministère du cadre de vie réceptionner avec une entreprise privée une cargaison de conteneurs de sachets dits, sachets biodégradables. Ça a été attesté. Le directeur général de l'environnement l'a notifié clairement à la presse ce jour. Et puis on disait quand même que c'est une commande c'est une quantité capable de nourrir tout le territoire, le marché. Mais malheureusement, sur le marché, c'est toujours les sachets non biodégradables. Est-ce que l'exemple de cette loi, de la mise en application de cette loi, ne pose pas encore une fois le problème des politiques publiques au Bénin, le problème des cadres béninois? Oui, absolument. Et c'est un peu désolant, hein, à mon avis. C'est un peu désolant parce que je pense que avant de mettre en application une loi, avant de dire qu'une loi entre en vigueur, c'est heureux quand on l'a votée. Il faut que vraiment qu'on ait un comité de réflexion sur les méthodes alternatives. Ça, c'est très important. OK, nous leur arrachons telle chose, mais qu'est-ce que nous leur proposons en remplacement? C'est très important. Donc, il ne suffit pas de tout arracher et commencer à dire, oui, voici le bâton, ce n'est pas suffisant. Alors, nous avions des habitudes. Il y a eu 6 mois quand même de transition. Oui, il y a eu 6 mois et maintenant, la loi est entrée en vigueur avec quelle proposition? En temps normal, moi, je pense que ça doit être, j'ai dit au début que ça semble être une opportunité de business, d'accord? Mais ça pourrait l'être à l'avantage des populations locales. Voilà, on décide de faire désormais, nous avons du manioc. Ça dit que le côté business ou le côté commercial de la chose aurait pris le pas sur l'intérêt supérieur. Oui, parce que dès qu'on a dit... C'est-à-dire l'éducation qu'on va donner, le changement du comportement, a dit trouver d'autres alternatives au lieu des sachets, de l'utilisation de ces sachets plastiques. Voilà, justement, c'est un couteau à double tranchant en fait. Parce que dès qu'on a parlé du vote de cette loi, sur le marché, on a vu des sachets de toutes sortes déversés, disant que non, c'est ça qu'il faudrait pour l'environnement, pour sauvegarder l'environnement. Et des études ont montré que c'était pas le cas, parce qu'il y avait des sachets de couleur verte qui ont été testés et ça a montré que ça n'avait rien de biodégradable. D'accord? Mais dans le même temps, on pouvait saisir cette opportunité et dire, bon, on installe sur le territoire béninois, why not? Pourquoi pas une usine de fabrication de sachets biodégradables. Et je le disais tantôt, nous avons du manioc que d'ailleurs des Asiatiques viennent ramasser et vont transformer et reviennent nous les vendre en produits finis très chers. D'accord? Nous pouvons mettre ce manioc-là à profit parce que nous avons vu des associations qui ont essayé, qui ont dû emmener ce manioc-là en Chine, ou bien en tout cas en Asie, pour en ressortir des sachets biodégradables et qui sont vraiment biodégradables. Pourquoi ne pas penser à installer sur le territoire une usine pareille? Pourquoi ne pas alimenter toute l'Afrique de l'Ouest, toute la sous-région? Ça donnerait du travail aux jeunes. Ça lutterait contre le chômage, par exemple. On devrait saisir donc l'opportunité dans ce sens. Mais non. Est-ce qu'on devrait attendre qu'une entreprise privée, je ne sais d'où, en importe une cargaison capable de nourrir tout le territoire national? Ça ne devrait pas être une fierté, ça. Pendant que nous parlons de chômage sur le territoire, pendant que, oui, moi, c'est ce côté que je touche. Il faut reverser ça positivement pour faire profiter la population tout en réglant la question véritablement. Qu'est-ce qui prouve que ces sachets-là, d'accord, sont biodégradables? Les populations sont naïves, analphabètes. Vous voulez que combien prennent ces sachets pour aller dans un laboratoire, aller les tester pour savoir que oui, effectivement, c'est biodégradable. Nous voulons que nous profitions de nos opportunités que nous créons, parce que ça, c'est une bonne opportunité, que nos cadres réfléchissent
hein, d'accord, que nos cadres réfléchissent pour le bien-être de nos populations, pour la sauvegarde de notre environnement et pour l'emploi des jeunes. Nous en avons besoin, moi je pense. C'est vrai que la mise en application de cette loi pose encore quelques problèmes sur le terrain. Nous espérons quand même qu'au niveau des autorités, le ministère et les ONG, surtout les réflexions se poursuivent pour préserver l'environnement. En tout cas au Bénin, nous savons que la pollution due au sachet, c'est un problème, mais il y a également d'autres substances de nuisance aussi pour nos sols, pour la biodiversité, pour les eaux au Bénin. Et au cours de l'année 2018, il y a un grand sujet qui a agité l'opinion publique nationale et internationale. Tout est parti de cette condamnation de Monsanto aux États-Unis. Et très rapidement, le sujet a été récupéré au Bénin. Nous parlons de l'affaire glyphosate. Nous avons suivi, chers invités, vous avez suivi certainement l'actualité au Bénin avec la sortie du ministre Dossoui, qui disait devant les écrans voilà, que le glyphosate n'est pas un problème, ça ne tue pas, ça n'a pas de problème. Et puis, quelques jours plus tard, l'autre sortie de la société civile qui a établi la vérité et qui a surtout montré les conséquences du glyphosate sur la santé, sur les sols et autres. Claire Stéphane, je m'adresse à vous en premier par rapport à ce sujet. Ça a été un peu un sujet sensible. On avait eu beaucoup de difficultés à traiter ce sujet, surtout dans notre pays. Aujourd'hui, voilà, le sujet est resté. On continue certainement d'utiliser le glyphosate. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, tel qu'on le fait, tel qu'on l'utilise généralement, on ne va pas se limiter le sujet simplement au glyphosate, mais les intrants chimiques, les pesticides en général et tout. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas peut-être changer de méthode? Qu'est-ce que tout ceci vous fait revivre en réalité? Ben écoutez, c'est vrai, je suis journaliste scientifique, mais je ne suis pas scientifique en quelque sorte. Mais je pense qu'il n'y a pas de pesticides ou qui ne soient pas nuisibles. Hein, je pense. Que ce soit pour les sols, que ce soit pour l'eau, parce que tout ce qui part dans la terre, dans le sol, eh bien, s'infiltre après dans l'eau souterraine et ensuite se retrouve dans nos assiettes et dans notre estomac et dans notre organisme. Et je pense qu'il n'y a pas de pesticides qu'on pourrait dire, ouais, ça c'est, comment je vais dire, ça c'est formidable, on encourage à... Si on pouvait se passer de tout ce qui est pesticides, tout ce qui est intrant, on le ferait. Et c'est ce qui serait bien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle de l'agriculture agroécologique. On parle de l'agriculture bio, voilà. Mais ça engendre beaucoup de coûts. L'agriculture bio est assez chère et nécessite beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de moyens quand même. Il y en a qui s'y essaient, il y en a plein qui s'y essaient, comme la jeune Grace Marlène, et bien d'autres jeunes qui s'essayent dans ce domaine-là, qui utilisent du biogaz, qui utilisent, oui, mais il n'y en a pas assez. Et tout ceci a besoin que les politiques, que les décideurs aident. Parce que quand nos cadres réfléchissent et prennent une décision au plan étatique, cela aide beaucoup plus la masse. Quels moyens est-ce que les jeunes, à leur niveau, ont pour vraiment se mettre, même s'ils se mettaient ensemble, ce n'est pas évident. Du coup, c'est plus facile d'aller à l'agriculture conventionnelle. On utilise voilà, les insectes qui dérangent les produits vivriers. Rapidement, on les anéantit, mais en oubliant qu'on se rend malade, puisqu'on pulvérise ces mêmes produits. Mais sur la question, justement, beaucoup estiment, même dans le rang des scientifiques, que l'utilisation du glyphosate ou des pesticides en général dans notre pays pose un grave problème, qu'on serait sur une bombe tardement. On parle surtout du bassin cotonnier. Est-ce que par rapport à ce débat... Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Absolument. Nous avons même fait une descente dans le Nord récemment où nous avons constaté, mais c'est terrible ce qui se passe. Les populations qui utilisent le glyphosate, entre autres, et d'autres pesticides et intrants, ne savent même pas qu'il faut se protéger d'abord. Ils l'utilisent à main nue, ils sont pieds nus, ils dorment dans les magasins où sont entreposés ces produits.
Et c'est très, très grave. Des études ont montré que l'utilisation de ces produits-là serait à la base de l'infertilité chez les hommes et chez les femmes. Et ces produits, d'accord, on dit c'est utilisé pour le coton. Mais est-ce qu'il y a des frontières dans le sol? Est-ce qu'il y a des frontières quand on parle de circulation de l'eau souterraine? Non, parce que vous utilisez ces intrants-là, ces pesticides dans les champs de coton, mais quand il y a la pluie, quand il y a l'eau de ruissellement, ça circule et ça va vers d'autres champs de produits vivriers comme le maïs, comme le tomate, je ne sais pas, autre chose. Et c'est toujours le même problème. On l'a utilisé pour le coton, mais ça se retrouve dans nos plats. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. D'accord, et moi je ne suis pas d'accord qu'on pense que oui, non, c'est pas assez grave. Bon, moi j'étais un peu horrifiée, mais bon, puisque ça venait des autorités censées protéger les populations qu'elles administrent. Pas n'importe quelle autorité, quand alors, même. Il y avait eu un médecin, un docteur, non, qui est sorti pour attester que effectivement le docteur Mohamed, voilà, j'ai pas trop bien retenu le mot, pour attester que ce n'est rien de grave et tout. Et vous avez vu la semaine où, non, c'est pas exactement le même problème. Le même problème, là, je voulais évoquer le problème qu'il y avait eu sur le lac Toro. Ça, c'est autre chose carrément. Quand vous voyez la réaction dans d'autres pays avoisinants, vous vous dites, est-ce que nous sommes vraiment une priorité pour nos dirigeants? Bon, c'est juste entre Monsieur Diondo, c'est aussi la question. Est-ce que le débat sur le glyphosate et les problèmes justement du glyphosate en ce moment, est-ce qu'on n'a pas, vous n'avez pas senti qu'on l'a banalisé un peu ce débat ou qu'on n'a pas pu mener le débat comme il fallait, parce que n'eût été l'intervention de la société civile, c'est que oui, ça va bien, on importe en quantité suffisamment importante le glyphosate et autres pesticides pour les plantes et autres. En fait, je crois que le ministre de l'Agriculture est dans son rôle. Et même si je ne suis pas d'accord avec lui, il est dans son rôle, puisque c'est lui qui importe les engrais chimiques. En tant que ministre de l'Agriculture, c'est lui qui le met à la disposition des populations. Et la sortie des ONG, notre sortie a été très claire avec le professeur Michel Bocor. Et vous avez vu notre déclaration, et elle a été publiée, c'est clair. Et nulle part au monde, on ne peut dire que des engrais chimiques sont bénéfiques tant pour l'environnement que pour les hommes. On va s'arrêter là, parce que notre déclaration est très claire. Ce qui est grave, et c'est comme vous le dites, le bassin cotonnier du Bénin, il y a l'Ouémé, il y a le fleuve Ouémé qui reçoit une bonne partie de tout ce qui est utilisé, qui est charrié vers le sud du Bénin. Les études l'ont prouvé, c'est disponible, que le delta de l'Ouémé est fortement pollué par les pesticides. Et que le bassin de l'Ouémé, les poissons, certains poissons, ont été retrouvés avec des métaux lourds, avec des traces de pesticides. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. C'est vrai qu'on doit se développer et que le coton est l'un de nos moyens d'importation. D'accord. Mais est-ce qu'on va s'asseoir et dire, bon, on arrive à produire, chaque fois vous entendez les gouvernants parler des tonnages, mais sans penser aux méfaits. Un coton qu'on ne transforme même pas sur le territoire national pour faire profiter. Le coton sort et c'est l'acheteur qui fixe le prix. Et ce coton nous revient de façon travaillée très, très cher. Et là, nous n'avons pas de choix sur le prix. Justement, quand on revient sur le débat sur ces pesticides, il y a eu un projet dernièrement qui a bouclé ses travaux, le projet Aquatos, qui a travaillé dans le bassin cotonnier et qui a quand même, bon, selon les résultats, c'est vrai, il y a des cas de pollution, mais ce n'est pas le seuil critique, ce n'est pas le moment d'alarmer un peu les gens et autres, c'est un peu les résultats de ce projet. Et ce projet aussi a révélé qu'en dehors du marché officiel des pesticides en général que nous connaissons, il y a le marché informel qui est pratiquement à 60%, donc c'est un marché que l'État ne contrôle même pas. Alors, quand on se retrouve dans des conditions pareilles, est-ce que vous ne pensez pas aussi comme certains qui disent que on assiste une bombe? Non, je suis entièrement d'accord parce que je n'ai pas lu le rapport
Équateur, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais déjà, des collègues de l'université ont la preuve que la population utilise ces engrais chimiques destinés au coton pour le maïs. Où est le problème? Ils ont récolté, et comme vous l'avez dit si bien, et la provenance de ces engrais chimiques qui ne suivent pas la filière organisée. Bien sûr. Donc, c'est un vrai désordre dans le domaine parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les suivre. Mais il faudrait qu'il y ait... Ça, il y va de la santé et de l'environnement et des populations. Donc, il faudrait qu'on le contrôle. Et non dire que tout va bien. Mais les ONG n'ont jamais dit que tout va bien. Nous avons dénoncé ça parce que nous avons dit qu'une agriculture biologique est possible au Bénin. C'est vrai que ça a des coûts. On ne dit pas de tout de suite de terminer avec l'utilisation des engrais chimiques, mais on peut contrôler l'utilisation des engrais chimiques. On peut réduire l'utilisation des engrais chimiques en commençant déjà par faire un mixage avec les engrais biologiques. Il en existe un peu partout au Bénin. Nous avons des cas où ça marche. Donc on ne va pas vouloir avoir des bénéfices économiques tout de suite et ne pas penser aux conséquences derrière. Mais l'autre sujet également, un grand dossier, c'est vrai que la suite, on ne l'a pas eu encore pour le moment. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le cas de la mort des poissons sur le lac Toro. On sait qu'officiellement, le laboratoire central sécurité des aliments a fait sortir un rapport. La société civile est sortie plus tard. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est difficile de... C'est le flou total. Et à l'heure actuelle, comment ça se passe sur le milieu, les mesures qui ont été prises entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Les populations, certainement, ont repris leur activité. Mais est-ce que, quand on parle déjà de la loi sur portant interdiction des sachets, on parle de ces cas de pollution, des sujets qui ont vibré 2018 au PD. Est-ce que quand on voit tout ceci, on n'est pas tenté de dire peut-être que la politique environnementale dans le pays manque d'efficacité? Je vais commencer par Claire. Ben, écoutez, moi, je vais rebondir d'abord pour dire que voilà, ce sujet du lac Toro est très étroitement relié au sujet d'avant, puisqu'on parle d'intrants chimiques et tout. Parce que je me rappelle quand j'ai lu le rapport du laboratoire qui disait que oui, l'étude a montré que le lac n'a pas été empoisonné. Mais on a retrouvé des traces de produits vétérinaires dans la chair des levins. Et là, on parle d'une perte de 400 000 levins qui étaient arrivés à maturité. D'accord? On retrouve des traces. Le lac n'a pas été empoisonné. On retrouve des traces de produits vétérinaires dans la chair des poissons. Finalement, on nous dit que ça aurait été par infiltration souterraine. Mais c'est beaucoup de choses. Et ce rapport n'a pas su aussi expliquer la couche brune qui a été retrouvée, rougeâtre, j'allais dire pas brune, rougeâtre qui a été retrouvée à la surface également. Et tout ça nourrit de la confusion. C'était totalement flou à ce jour, parce qu'on nous dit que l'enquête continue, et jusque-là, plus rien. L'enquête continue et plus rien ensuite. Alors, on devrait se poser des questions. Cette substance qui aurait été retrouvée dans la chair de ces pauvres poissons qui y sont passés, est-ce qu'on a réfléchi pour savoir, qu'est-ce qui montre que ce ne sont pas les résultats de produits utilisés dans le nord quelque part, dans un champ de coton, parce que le nord est en hauteur. Et tout se déverse dans le sud. On ne réfléchit pas un peu dans ce sens pour voir. Ça pouvait s'étendre. On a vu la mort des poissons, ça s'est arrêté là, mais on ne sait pas les autres conséquences. Il y a des populations qui se nourrissent de cette activité. On leur interdit de faire de mener désormais leur activité. Mais mettez-vous à la tâche, prenez le problème à bras le corps pour ressortir. Oui, voici les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Et on tient ça de l'utilisation de telle chose, ou bien qu'on nous donne quelque chose de concret et qui nous permette d'éviter cela à l'avenir. Mais ça s'éteint, le problème s'éteint et on est là jusqu'à la prochaine catastrophe. Et on recommence à créer, on joue au sapeur-pompier, c'est pas de ça qu'on a besoin. Et alors, la politique environnementale, vous l'appréciez? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits.
Beaucoup d'efforts. Parce que oui, nos autorités travaillent. Il y a des points, bon, assainissement, il y a des efforts qui sont faits. Mais comme aujourd'hui, quand j'entends, on enferme, on emprisonne des gens parce qu'ils ont jeté des ordures, parce que ça a commencé, Ah oui, ça a commencé. Mais je dis, si les gens dans leur quartier, s'il n'y a aucune, parce que nos municipalités ne jouent pas ce rôle. Pendant longtemps, ce rôle a été laissé aux petites ONG dans les quartiers qui ont des brouettes, qui passent de maison en maison pour de petits contrats. On passe chercher vos ordures 2-3 fois par semaine. Vous payez une somme modique. D'accord? Si dans un quartier, il n'y a pas ces ONG, il n'y a aucune organisation, même si les populations par maison ont quelque chose à payer, pas beaucoup, parce qu'il y a la pauvreté, s'il n'y a pas du tout cette organisation, vous voulez que les populations qui génèrent beaucoup alors que de le premier déchets, rôle des municipalités, voilà. c'est ça. Mais il y a des quartiers où il n'y en a pas du Mm. tout. Il n'y en a pas. Et les gens sont obligés de chercher un carré vide à côté ou aller déverser les ordures. Nous n'encourageons pas ces faits. Mais mettons les moyens à disposition des populations et quand elles n'auront pas respecté, d'accord, on pourra dire on vous tape sur le doigt. D'accord, merci Mais bien. vous n'offrez rien et donc c'est un peu ça. Sinon, nos autorités réfléchissent, on voit des efforts. Je mais c'est je pas reviendrai assez. tout à l'heure avant de vous laisser partir parce que le second panel, nous allons retrouver avec M. Diondo, le professeur Edmond Sosoupé, biologiste, aménagiste de l'environnement, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, ancien directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. Nous allons parler au cours de ce panel surtout des questions liées au changement climatique. Je reviendrai à vous dans quelques secondes, mais là, vous allez noter la politique, le gouvernement et les ONG. Sur 10 tout à l'heure pour l'année 2018. Monsieur Diondo, rapidement. Oui, pour nous, au niveau des ONG, le lac Tao, ce n'est pas une ancienne affaire. Nous la suivons de près. Mais comme vous le savez si bien, et je reviens toujours au professeur Boko qui travaille beaucoup avec nous, vous avez eu sa réaction sur le rapport du laboratoire d'études. Je n'ai pas gardé le nom du laboratoire. Vous avez vu sa réaction. Donc, pour moi, c'est sans commentaire. Le professeur a très bien réagi à cela. Et après la réaction du professeur, on nous a dit, nous avons envoyé les échantillons en analyse. Donc, nous attendons. Donc, avec eux, nous attendons. Mais nous attendons en les suivant. Et ça, c'est clair. Alors, et au regard de tout ceci, vous qui travaillez surtout avec les autorités, étant de la société civile, vous avez des initiatives à la base, mais il faut beaucoup plus l'autorisation aussi, il faut l'apport des autorités. Vous avez travaillé surtout avec... Comment vous trouvez la politique mise en œuvre face aux problèmes posés, puisque on a vidé un peu les... Non, on voit qu'il y a la volonté. Maintenant, il faudrait que les actions et concordates suivent, et c'est ça qui nous manque encore. D'accord. Sinon, la volonté hier, l'ouverture hier pour le dialogue, on nous écoute, on discute, mais c'est la suite, quoi. Parce que nous avons l'impression que nos objectifs en tant qu'ONG de conservation de l'environnement ne sont pas les mêmes que les objectifs des politiques. On doit vous écouter, on vous écoute. On intègre certaines de vos préoccupations, vous passez à côté, nous on continue. C'est pas ça. L'environnement, il est commun. L'environnement, il est commun. Les objectifs sont communs. On peut arriver à atteindre les objectifs de développement en intégrant fortement les objectifs environnementaux. Suivez les ODD, c'est clair. Donc, il n'est pas question de dire, vous êtes ONG, vous criez trop, venez, on vous écoute, passez à côté, on continue. Non, c'est pas comme ça, ça marche. C'est que si le partenariat est établi et que le suivi doit être... C'est la Constitution qui dit que chaque individu a droit à un environnement sain. Et la loi 4 sur l'environnement dit que les ONG s'organisent pour suivre comment l'environnement est géré. Donc, c'est un travail. Alors, vous avez fait l'exercice tout au long de l'année 2018. Vous avez écouté, nous avons suivi le président de la République au cours de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée. Il est revenu un peu sur les efforts faits, surtout en matière de lutte contre l'érosion côtière, les travaux effectués à l'est de Cotonou. Il est revenu sur ce qui a été fait également dans le cadre de l'assainissement, la construction, l'habitat et tout. Vous avez travaillé surtout avec ces autorités et autres. Oui. Si aujourd'hui on vous demande de noter pour le compte de l'année 2018 simplement ce que vous avez observé des actions
de la volonté politique et aussi des politiques initiées pour la préservation de l'environnement. Sur 10, vous allez donner... Je crois qu'une note de 6 veut dire peut mieux faire. Parce que je n'ai que la volonté, mais il faut les actions. Donc il faut les moyens également. Les moyens, c'est l'État qui se débrouille pour trouver. Ce n'est pas les ONG qui se débrouillent pour mettre à disposition de l'État les moyens. Donc 6 sur 10, voilà, donc elle nous entend de toute façon, elle nous écoute également. C'est dit qu'il y a beaucoup à faire pour 2019. Évidemment. Claire Stéphane, vous allez noter non seulement les autorités, mais également la société civile. Ben écoutez, la société civile, c'est pas parce que j'ai M. Diondo en face de moi, mais la société civile fait beaucoup. D'ailleurs, en tant que journaliste, nous sommes de la société civile. Ah peut-être que c'est parce que M. Diondo est en face, peut-être non, vous n'êtes pas influencé par... Non, pas du tout, pas du tout. Non, la société civile fait la veille citoyenne. D'accord. Et nous lui devons beaucoup de choses. Donc, moi, je noterais la société civile sur 7,50. 7,50. Parce que la société civile a beaucoup à faire encore. Beaucoup de choses sont faites, mais la lutte est encore longue. Et les autorités Les autorités qui font déjà beaucoup et que j'aimerais... D'accord, parce que je vois que le rêve est vraiment grand. D'accord, on rêve d'un Bénin vraiment, waouh, que le Bénin se développe. Et c'est super. C'est de beaux rêves. Une large vision, une grande vision de Cotonou, par exemple. On parle de la modernisation de la ville. On ne peut pas aboutir à ce rêve-là en ignorant le bas peuple. Moi, c'est mon problème. C'est le bas peuple qui fait le pays. C'est le bas peuple qui élit les dirigeants. Et du coup, quand on est là, bien placé, on ne peut pas se passer de ce bas peuple. La note serait alors? La note serait 4,75 parce que si je mettais 5, ce serait comme, en classe par exemple, à l'université, si j'ai 10 sur 20, j'ai quand même la moyenne, je passe quoi. Donc pour réduire un peu, pour montrer qu'ils n'ont pas la moyenne et qu'ils doivent encore pousser, parce qu'ils ont beaucoup à faire. Merci bien. Je mets 4,15. Je sais qu'elles sont à l'écoute, qu'elles nous suivent également et que 2019 va être quand même renouveau pour la question de la préservation de l'environnement au Bénin. Ça va être une année de révélation, voilà, puisque c'est l'aide du Bénin révélée maintenant, depuis 2016. Nous attendons aussi les grands travaux annoncés dans le PAG qui devront aussi permettre de mieux s'occuper de l'environnement au Bénin. Nous parlons surtout de la gestion des déchets solides et ménagers, ce grand projet aussi inscrit dans le PAG. Merci d'avoir suivi ce premier panel avec Claire Stéphane Sacramento, journaliste SICA TV. Elle est également membre du réseau des journalistes contre les catastrophes naturelles au Bénin, le réseau béninois. Et en face d'elle, c'est M. Diondo qui va rester avec nous sur le plateau pour le panel 2 que nous allons enclencher dans quelques secondes avec le professeur Edmond Sossoupé qui va nous rejoindre. Bilan environnement 2018, deuxième panel. Nous sommes avec M. Diondo, toujours BIS ONG. Et puis en face de lui maintenant, c'est le professeur Edmond Sossoupé, biologiste, aménagiste de l'environnement, enseignant-chercheur à l'université d'Aoum, mais qu'elle a vu plus précisément à la faculté des sciences et techniques de l'université. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Aïssé. Alors, le panel 2, je l'ai dit à l'entame de cette émission, est consacré aux questions liées au changement climatique, notamment la COP24, les grandes résolutions de la COP et l'application de ces résolutions à l'échelle du Bénin, bien sûr. Avant de démarrer, parler de la COP, des changements climatiques au Bénin, professeur Sossoupé, quel est l'état des lieux rapidement? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les changements climatiques sont devenus un paradigme assez travaillé au niveau de la politique environnementale de notre pays, à partir du moment où plusieurs projets d'adaptation aux effets des changements climatiques sont en train d'être mis en œuvre. Mais avant ces projets, c'est qu'il y a un travail qui a été fait pour identifier la façon dont le Bénin va contribuer
à la résolution de la question des effets du changement climatique. Donc, il a été soumis en 2015 à la COP21 à Paris, la contribution prévue déterminée de notre pays pour aborder les questions d'adaptation aux effets des changements climatiques. Et plus tard, cette contribution prévue déterminée est devenue un document de feuille de route pour approcher les questions liées au phénomène d'adaptation au changement climatique. D'accord. Donc, disons que le Bénin est en bonne route pour atteindre d'ici la fin du siècle quand même un niveau d'adaptation au changement climatique au-dessus de la moyenne. Et c'est la vulnérabilité, j'aimerais qu'on présente un peu ça aussi. Quand on parle du changement climatique au Bénin, la vulnérabilité du pays, sur quel plan le pays est touché par ce phénomène, M. Diondo? Oui, je ne serais pas trop d'accord avec mon professeur pour dire que nous sommes sur une bonne voie. Parce que nous, personnellement et nous, on s'intéresse plus sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. Et le premier panel parlait des efforts du gouvernement pour la gestion de l'environnement. Donc, c'est vrai qu'il y a des volontés. Je suis d'accord avec vous que la contribution prévue déterminée qui est devenue la feuille de route, en son temps, nous l'avons décriée parce que nous ne l'avons pas trouvée assez forte. Nous ne l'avons pas trouvée inclusive. C'est vrai qu'on y a contribué, mais on n'a pas eu le document final. Donc, on ne sait pas sur quelle base on évolue actuellement. Donc, c'est dire que pour nous travaillons dans les zones humides du Sud Bénin. Les zones humides sont fortement menacées par les changements climatiques. Quels sont? C'est vrai que nous venons de voter la loi sur la protection que vous avez, sur la protection et l'aménagement du littoral, qui va y concourir, j'espère bien, qui va y concourir. Mais c'est de penser réellement à la résilience de ces écosystèmes pour l'adaptation au changement climatique. Et comme vous le dites, c'est de penser aussi à la vulnérabilité de nos populations. Cette année aussi, nous n'avons pas eu la grande crue de 2010 sur le lac Nokwe, mais nous avons eu la crue. Ce n'était pas la grande crue, mais nous avons une crue habituelle. Mais certaines populations ont été surprises. Donc, c'est vrai, ça c'est des politiques. Mais une question se pose tout de même, sur quelle base alors cette feuille de route si la société civile estime quand même qu'elle n'a pas suffisamment été associée. Je pense que la société civile, au moment de l'élaboration du document qui est devenu la feuille de route du Bénin, la feuille de route du Bénin était à l'étape de finalisation. La société civile a été associée. Je comprends toutes les inquiétudes de mon ami Diondo. La vulnérabilité est là, elle est permanente. Même dans les pays très développés, ils n'ont jamais eu à prendre la mesure complète de la vulnérabilité. Sinon, un pays comme l'Indonésie ne serait pas frappé par un tsunami. Vous voyez un peu? Il y a des imprévus énormes que nous ne pouvons pas prendre en considération. Mais ce qui est fait au Bénin, et que moi j'approuve particulièrement, c'est qu'on a essayé de voir au niveau des phénomènes cycliques qui nous frappent, notamment les inondations, quel est le cycle? Est-ce que vous voyez? Et des alertes, des dispositifs ont été mis en place pour donner l'alerte précoce, pour dire, écoutez, dans tel nombre de jours, le fleuve Mono, puisque je suis du Mono, donc le fleuve Mono va prendre de l'eau. Le fleuve Koufo va prendre de l'eau. Ou plus globalement, le lac, le fleuve Ouémé va prendre de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, et des dispositions sont prises au niveau, il y a des points qui sont choisis, il y a un maillage du territoire qui est fait pour les premiers secours. Donc, une fois que l'alerte est donnée et que les populations n'ont pas su prendre la mesure des choses,
et que le phénomène se plante, il faut aller au secours. Donc, ce dispositif-là, à mon avis, est quelque chose d'important à saluer. Mais la vulnérabilité n'est pas liée seulement au phénomène d'inondation. Oui. Il n'y a pas que le phénomène d'inondation. Il y a le phénomène de sécheresse. Oui, vous voyez, les populations qui mettent du maïs en terre, qui attendent les pluies et les pluies ne viennent pas. Vous voyez, ça c'est des choses qui nous arrivent aussi. Et le maïs, les pieds de maïs vont sécher simplement sans donner aucun épi. Alors, ça, heureusement que depuis une dizaine d'années, on n'a plus ces formes de sécheresse-là. Il y a aussi le phénomène des pluies qui viennent à contre-saison. Vous voyez? Et ça, c'est tellement imprévisible parce que les pluies, lorsqu'elles sont bien réparties au cours de l'année, on ne craint pas de phénomène d'inondation. Mais quand les pluies se concentrent, quand il pleut en 2 jours, la quantité de pluie qui aurait pu tomber en 2 mois, vous êtes d'accord avec nous qu'on aura des effets de surprise. On a eu des cas pareils en France cette année. Bien sûr. Un pays aussi développé que la France n'a pas pu prévoir ça. Il y a eu des déluges. Il y a la Seine qui est sortie de son lit, qui a atteint des hauteurs jamais atteintes jusque-là. Donc ça là, c'est cela qu'on appelle la vulnérabilité. Et cette forme de vulnérabilité appelle de notre part beaucoup de vigilance. Très bien. Alors, le grand rendez-vous sur le climat a eu lieu à Katowice, en Pologne. Après l'accord de Paris, en 2015, il y a eu Marrakech en 2016, Bonn en 2017. Et puis, l'accord de Paris qui doit entrer en vigueur en 2020, mais sur quelle base? Katowice, l'accord de Katowice a-t-il réellement réglé le problème? Monsieur Diondo, quels sont selon vous, est-ce que, parce que beaucoup estiment que la COP24 a été un échec, d'autres parlent d'avancées, mais mitigées et tout. Est-ce qu'on a véritablement un instrument sur lequel on peut se baser pour mettre en application l'accord de Paris? Moi, je suis direct, c'est non. Vous voyez, pour y revenir, je vous donne l'exemple des ONG françaises qui ont lancé une pétition pour porter plainte contre le gouvernement français. Et cette pétition a déjà reçu près d'1,7 million de signataires pour dire que le gouvernement français ne fait pas assez pour lutter contre les changements climatiques. Au fait, comme vous l'avez dit, si nous considérons que la COP21 a sorti une loi et que nous attendions de la COP24 pour sortir les arrêtés de mise en application de ces lois, nous avons échoué. Parce qu'avec le retour de l'administration Trump, auquel s'ajoutent maintenant les pétroliers russes, l'Arabie Saoudite, le Brésil, qui ont essayé par tous les moyens de ne pas faire adopter le dernier rapport du GIEC, qui sonne l'alerte. Parce que moi, j'ai dit, je n'aime pas les appeler les climato-sceptiques, mais je dis ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Donc, c'est eux qui ont pratiquement mené la bataille. C'est que vous n'êtes pas d'accord pour cette logique-là. Mais c'est normal. Parce que je ne comprends pas, ça c'est personnel, qu'il y ait encore des gens, vu tous les effets néfastes des changements climatiques qui se passent dans ce pays, qui disent que non, l'homme est capable de s'y adapter, qu'on va y encore arriver. On va y arriver quand? Donc, le résultat, c'est que à Katowice, la dernière fois, on n'a pas pu sortir avec un résultat concret pour dire qu'à partir de 2020, paf, on commence. Parce qu'il est vrai que ce n'est pas la contribution prévues ne sont pas comment vous appelez, répressives, que c'est volontaire, mais nous avons, les ONG ont demandé à ce que le système de suivi soit rigoureux. Mais ils disent non, chacun vient avec sa partition. Mais selon le GIEC, la partition actuelle avec les propositions de 2015, c'est que nous sommes à 3 degrés. C'est que nous sommes à 3 degrés. Et donc, nous sommes sortis de Katowice avec 3 degrés. Parce qu'il n'y a aucune
aucun mécanisme en place pour dire qu'on va arriver aux 2 prévus dans l'accord de Paris ou aux 1,50 pensés par les ONG. Pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations. On parle de l'accord de Paris, un accord juridiquement contraignant. On n'a pas pu obtenir à partir des contributions déterminées à Paris déjà la barre pour limiter effectivement le réchauffement dans les 1 degré, 2 degrés. On est allé à Katowice, on a sorti quand même un accord de mise en application. Est-ce que c'est pas de confusion? Est-ce que tout ceci ne répond peut-être pas? Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train de jouer un peu? Et puis, parce qu'en dessous, il y a des questions d'intérêt économique, il y a la puissance des États et autres. Oui, merci beaucoup. Je comprends, les inquiétudes de mon ami Djondo par rapport à la lenteur avec laquelle les choses sont en train d'aller. Mais je pense qu'à son opposé, je dirais que la COP24 qui a eu lieu en Pologne peut être considérée comme une avancée. Parce que à Marrakech, il avait été question de voir est-ce qu'on peut élaborer le manuel d'application, le manuel de mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça n'a pas abouti. À Bonn, ça n'a également pas abouti. Mais à Katowice, de façon inextrémiste, parce que les gens jouaient à la prolongation, ils ont fini par sortir un manuel. Un manuel qui a l'avantage de dire, oui, un pays comme la France dit, je vais arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. Voilà les activités que je mène pour espérer arriver à cette neutralité carbone. Et une fois que cela est dit, le manuel a prévu des dispositions de transparence qui peuvent permettre que, lorsqu'on se retrouve en 2022, qu'on puisse interroger la France sur à quel niveau elle se trouve dans la mise en œuvre des engagements pris pour l'horizon 2050. Cela n'avait jamais existé. Vous êtes d'accord avec moi que si de pareilles dispositions ont pu être mises dans le manuel, c'est une avancée. Et c'est d'énormes avancées que nous devons saluer. La vitesse de progression peut être lente, mais nous progressons quand même. Voyez-vous? Et les ONG ont cette qualité-là de pousser à l'action. C'est là où moi je les apprécie. Au lieu d'être contre elles, j'ai toujours ce plaisir-là à composer avec les ONG. Quand j'étais à l'ABE, donc je faisais beaucoup d'efforts pour composer avec les ONG qui font dans les milieux humides, dans les zones humides, parce que l'ABE, par l'accord de la Convention de Ramsar, est l'administrateur des zones humides au niveau du pays. Alors, donc, M. Djondo ne serait certainement pas d'accord avec vous sur vos analyses par rapport à l'accord trouvé à Katowice. Non, l'accord, vous savez, il y a eu plusieurs points qui ont été vidés. Mais il se trouve que, avant que les gens n'aillent à cette conférence internationale, il y avait le rapport du GIEC. Exactement. Qui a relevé que, à l'allure où les choses vont, si aucun effort supplémentaire n'est fait par rapport à l'accord de Paris, qu'on n'est pas sûr, même si on applique intégralement l'accord de Paris, qu'on n'est pas sûr d'être dans les 1,5 ou 2 degrés malgré quand même réchauffement ces alertes données par le GIEC, on a vu quand même que l'accord qui est trouvé maintenant à Katowice répond à une mise en application de l'accord de Paris. Bien sûr, puisque à Katowice, dès que l'alerte GIEC a été donnée, il avait été question de dire qu'à Katowice, où c'est prévu de longue date, sortons un manuel d'application de l'accord de Paris. Mais
revoyons nos ambitions. Donc, le deuxième enjeu fort de la conférence de Katowice, c'était de revoir les ambitions. Ce qui n'a on prend un manuel pour voir comment on applique d'abord l'accord de Paris et on s'engage maintenant à prendre d'autres ambitions compte tenu de l'alerte GIEC. Mais ça n'a pas pu être vidé à la conférence de Katowice. Il est prévu que cet aspect va être étudié en mai. Et si toujours aucun effort aucun consensus n'est dégagé, que l'on renvoie ça à la 25e conférence des partis. Donc, je pense que on avance. Si aujourd'hui on est en mesure de dire voilà le guideline, voici le rulebook, le manuel d'application de l'accord de Paris, c'est déjà important. Parce que là-dessus, on peut faire des contrôles. On peut interroger la Chine sur comment elle s'organise, à quel niveau elle est à un temps T. Mais, après l'accord de Paris, en l'absence de ce manuel, aucune vérification n'était possible. Monsieur Diongo? Oui, mais c'est là notre problème. Avant d'en venir au GIEC, le manuel ne donne pas obligation aux États. Le manuel parle de transparence. Mais l'État dit, je fais comme je peux. Je n'ai pas de contraintes dans cette transparence. C'est là je suis d'accord qu'au samedi, on a pu sortir ce manuel qui a été toiletté, qui a été vraiment allégé selon les objectifs déjà établis depuis pour les idées émises depuis. Mais ils ont tenu jusqu'à la dernière minute. C'est parce qu'on a forcé pour avoir un manuel qu'on a ce manuel. C'est un manuel au rabais. Mais bon, comme le dit le président, d'accord, on a un manuel sur lequel on peut aller. Mais grave, c'est le GIEC qui est la tête pensante de l'organe. Et le GIEC dit que si rien n'est fait, que d'ici 2030 déjà, qu'on va encore ressentir plus les effets de réchauffement. Et on dit que, ben non, on va respecter, on va suivre ce que nous avons adopté à Paris, mais encore dépourvu de certains attributs. C'est là le problème. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire un amendement au niveau de l'accord de Paris et insérer les nouvelles obligations? Vous savez, pour arriver à obtenir le consensus autour de l'accord de Paris, ça n'a pas été facile. C'est Obama qui a joué de son c'est ratour. Obama. Oui, c'est lui. C'est lui qui a donné tout ce qu'il fallait pour que cet accord-là existe. On ne peut pas le retoucher tout de suite. Non. Mettons en œuvre ce qui est prévu là d'abord. Et ensuite, on verra progressivement comment on prend en compte les imprévus. Parce qu'en réalité, 2015, il y a 3 ans seulement, qu'on avait su que si on faisait des efforts dans tel sens, on serait en mesure de réduire le réchauffement climatique, l'augmentation de la température dans les proportions de 1,5 ou 2. Oui. Mais 3 ans après, la situation a évolué. C'est ça. Mais on ne peut pas, sur le fait de cette avancée-là, simplement dire, OK, on y va, revoyons tout l'accord de Paris, ça veut dire qu'on n'avance pas. Mais commençons à responsabiliser les États par rapport à leur engagement. Parce que dans l'accord de Paris, chaque pays s'est engagé pour dire, voilà comment je fonctionne à l'horizon 2050, comment je fonctionne à l'horizon 2130. Est-ce que vous voyez? Et cela, l'avantage du manuel, c'est que chaque pays est maintenant obligé de décliner son engagement en activité opérationnelle. De manière volontaire. Oui, mais bien sûr, on ne peut pas contraindre. Là, si vous voulez contraindre, vous n'aurez rien. On ne va pas contraindre. L'engagement qui est pris volontairement, c'est cet engagement qu'on va suivre dans son application. Et si chaque pays, connaissant les vulnérabilités à l'interne, prend des engagements et s'amuse à ne pas les respecter, mais là, ça pose un problème. Donc, nous comptons sur la bonne foi de ces pays-là à décliner leurs engagements en activité opérationnelle. Les ONG ne comptent pas sur leur bonne foi. C'est pourquoi nous exigeons que ce soit contraignant. Non. Parce que la politique,
Bon, c'est vrai. Comment vous allez contraindre un pays à dire j'ai pris tel engagement, j'y vais? Comment vous contraignez? Il y va de la santé du monde. Non, comment ça va se faire? Nous avons les Nations Unies. Non. Nous ne voulons pas une force policière derrière, of course. Mais nous disons que c'est un engagement fort, par exemple. Vous avez parlé de la Convention de Ramsar. Oui. La Convention de Ramsar, nous répondons sur certains critères au secrétariat de la Convention. Donc, il y a plein de mécanismes par lesquels on peut passer pour trouver que c'est contraignant et que si tu n'y réponds pas, c'est pas qu'on va t'envoyer la police ou quoi, mais qu'on peut, on peut trouver des manières de pression sur un pays. Je pense pour ma part que tel que ça se passe là, c'est déjà de gros efforts qui ont été faits. Il y a des sacrifices énormes. Qu'un pays comme la France commence à renoncer à l'utilisation du charbon, à l'utilisation des énergies fossiles, en prévoyant que d'ici à une dizaine, une vingtaine d'années, que l'on passe dans telle proportion. Certaines centrales nucléaires seront fermées. Donc là, c'est déjà des avancées. Alors, on ne peut pas avancer plus vite que ça. Mais vous voyez que Hulot a démissionné parce qu'il a dit que les engagements pris pour l'environnement ne suivent pas la route et que se trace maintenant le président. Oui. Je sais, ce n'est jamais facile pour les politiciens de regarder du côté de l'environnement parce que, bon, ils ont les intérêts du développement immédiat qu'ils ne trouvent pas compatibles avec les... Nicolas Hulot est un activiste d'ONG. Il a eu les mêmes comportements que vous êtes en train d'avoir. Il a une bonne connaissance des questions environnementales. Exactement. Et quand il a accepté d'aller au gouvernement, il pensait qu'il pouvait infléchir des choses. Mais c'est pour il pouvait les faire aller plus vite. C'est ce que nous demandons à notre gouvernement et continuer et voir la question beaucoup plus large. On l'a vu beaucoup plus, de façon plus large. Mais pour ce qui concerne les questions de financement, finance climat, c'est ce qui concerne surtout les pays les moins avancés, qui polluent moins, mais qui sont beaucoup plus touchés par les effets de pollution et tout. Est-ce que Katowice a pu quand même régler les questions surtout liées au climat? C'est vrai qu'on en parlait de la promesse faite en 2009 à Copenhague par les grandes puissances, et qu'à partir de 2020, ça doit pouvoir commencer. Qu'est-ce que les pays africains, comme les pays les moins avancés, ont pu gagner de cette COP-là 24? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que des promesses encore. Oui. On n'a gagné que des promesses. Et avec l'Arabie Saoudite qui s'y ajoute, mais à qui on a posé la question de la transparence, mais qui dit ne me demandez pas de transparence par rapport à mes engagements, mais je vous accorde de l'argent pour les pays les moins avancés. Je crois que la Banque mondiale aussi a trouvé 200 et quelques millions. La Banque mondiale aussi pourra trouver de l'argent à partir de 2020. Mais on avait de belles promesses depuis. On est toujours à l'étape des promesses. Oui, vous savez... on est toujours à l'étape des promesses et on attend de voir. Mais on n'est qu'à l'étape des promesses, de bonnes promesses. Non, mais là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Les pays du Sud contribuent pour à peine 4% aux causes qui conduisent au changement climatique. Et donc, ces pays ne font que subir les effets créés par les pays du Nord. Et donc, ces pays du Nord s'étaient entendus pour dire « Ok, nous allons vous soutenir pour vous permettre de vous adapter. » Et il y a un fonds qui a été prévu de 100 milliards de dollars chaque année pour pouvoir soutenir, 2020. Oui, qui va être opérationnel à partir de 2020. Pour pouvoir soutenir les adaptations. Mais il se trouve que à Katowice, il a été question de voir comment on rassemble ces 100 milliards. Bon, mais là, on n'a pas eu de réponse. Non. Et il y a une ONG indienne qui a donné l'alerte pour dire, mais écoutez, les 100 milliards que les pays du Sud espèrent ne seront pas du cash en totalité. Il y a une partie de ces fonds-là qui sera constituée de prêts
Donc, on va encore nous prêter de l'argent pour nous permettre de nous adapter. Je crois que là, on a eu une certaine modification de l'idée première qui a été avancée par rapport à cet appui-là. Donc, voilà ce que je peux dire. Et la question sur la transition écologique, l'abandon des énergies fossiles et autres, ça n'a pas aussi évolué pourtant autant à Katowice? Moi, je dirais que ça a évolué, mais dans le sens contraire. Expliquez-vous. Regardez, la Chine redémarre de plus belle ses mines de charbon. Et l'Amérique a ouvert certaines mines de charbon également. Donc, il y a 2 ou 3 ans, on était à un niveau qu'on n'a pas atteint aujourd'hui parce qu'il y a eu plus d'exploitation de mines de charbon. Je ne suis pas spécialiste du pétrole, mais aux dernières nouvelles, la production du pétrole est en hausse. Hein? Oui. Donc, non, on n'a pas évolué dans ce sens. Non, mais vous savez, tout ce qui est à l'origine de ces comportements-là, c'est l'effet d'entraînement. Oui. Vous savez, si les États-Unis avaient eu à leur tête un président climato-optimiste, j'allais dire, à l'opposé du président Trump, on ne serait pas arrivé à ce niveau des choses. Oui, vous savez, en Pologne, à Katowice, où a été tenue la COP24, c'est une cité charbonnière. Exactement. Et quand on a commencé à toucher un peu cet aspect-là, la Pologne a dit non, n'allez pas là. Le Brésil, avec le changement de président, il dit, écoutez, laissez-moi avancer parce que moi, je veux parler économie. C'est ça. Je veux parler croissance économique. Ne m'emmerdez pas avec vos histoires de il faut réduire la production de gaz à effet de serre. Le président Trump avait promis à son électorat de rouvrir un certain nombre de mines de charbon, ce qui est une réalité depuis quelques semaines. Mais la Chine, qui est en train de bousculer les États-Unis au plan économique, aujourd'hui, on ne sait plus comment on va classer la Chine. Est-ce qu'elle est la première puissance économique? Est-ce qu'elle est la deuxième? Mais en voyant un pays comme les États-Unis sous Trump, sous le président Trump, la Chine ne va pas se laisser faire. Parce que l'énergie fossile est l'énergie la moins chère. Est-ce que vous voyez? On a ça, c'est accessible, on va chercher, on l'utilise et on augmente le niveau de croissance économique. Les énergies alternatives, énergie renouvelable, tout ce que vous voulez, ont un coût qu'il n'est pas facile de dégager en une fois. Donc, les pays qui veulent faire la marche vers l'énergie verte écologique, vers la transition écologique, font un financement mixte en mettant en place un certain nombre de structures capables de produire de l'énergie de manière à commencer à réduire les sources de production d'énergie fossile. Donc, la France est s'inscrit dans cette logique, mais elle n'est pas allée aussi vite que le ministre Nicolas Hulot l'avait voulu. Mais elle est en train d'avancer. Le Bénin aussi est en train de faire son bonhomme de chemin. Le Bénin se situe dans tout ça. Non, mais le Bénin a fait son bonhomme de chemin. Le Bénin ne fait pas son bonhomme de chemin parce que je veux nous comparer, s'il vous plaît, je veux nous comparer au Burkina Faso. Il a été lancé au début de l'année ou en décembre passé un grand champ de centrales thermiques et de centrales solaires au Burkina. Ça voudrait dire qu'on le peut. Même au Sénégal aussi, le Sénégal est avancé. Non, mais donc on le peut. Il faudrait qu'on rêve. Est-ce que nos rêves vont dans ce sens? C'est ma question. Le deuxième compas de MCA a été consacré aux énergies renouvelables. Oui, aux énergies renouvelables. Et nous sommes en train de décrocher le troisième compact. Oui. Vous ne savez pas dans quoi on va investir ça. Mais je pense que l'effort qui est fait actuellement,
de doter certaines régions d'énergie uniquement à partir d'énergie renouvelable est quelque chose de très très important. Il y a des préalables qu'il fallait régler au niveau de notre modèle économique. Et parce que l'énergie, c'est le moteur du développement. Nous avions une société d'énergie électrique qui ne fonctionnait que sur de l'énergie fossile. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, nous avons une bonne partie de cette énergie qui nous vient du Ghana, par Akosombo. Mais depuis quelque temps, le quota que la CEB nous donne de cette énergie est suffisamment faible. Donc il faut que nous puissions maintenant mettre en place des unités de production d'énergie alternative. Et là, l'énergie solaire alimente certaines localités. Je suis d'accord avec vous, mais imaginez-vous, en 2019, je ne maîtrise pas trop bien ça, mais d'après ce que j'entends à la radio, à la télé, avec ce que nous investissons à Maria Gleta, est-ce qu'on ne peut pas l'investir dans des énergies renouvelables? Bien sûr, si. Je suis d'accord avec que le gouvernement a fait de très beaux efforts et de très grands efforts pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui à endiguer les délaissages des routes. Nous les encourageons fortement et nous les félicitons pour ça. Mais nous nous disons, d'après ce que nous entendons, parce qu'on ne maîtrise pas bien, puisqu'ils ne partagent pas tout, d'après ce que nous entendons avec les énormes investissements qu'il faut à Maria Gleta, est-ce qu'on ne peut pas l'investir dans du renouvelable? Oui, ben je vous prends au mot. Vous avez parlé de l'amélioration de la disponibilité de l'énergie. Oui. Les délestages commencent à être un lointain souvenir. Oui. C'est cela, hein? Tout à fait. Mais justement, l'investissement qu'on fait à Maria Gleta actuellement, si on prend cet investissement-là et on investit dans les énergies renouvelables, ça nous apporterait à peine le 10e de l'énergie que Maria Gleta nous sort. Donc ça veut dire que ça nous amène encore en arrière par rapport à la dépendance et par rapport à la suffisance en énergie. Les énergies renouvelables coûtent extrêmement cher. Et de ce point de vue, il faut les envisager de façon mixte. En même temps qu'on est en train d'avancer pour donner de l'énergie à tout le monde, on profite pour faire des investissements structurants au niveau des énergies renouvelables. Professeur Edmond Sosopé et Massime Djondo de BIS ONG. Merci, on a encore quelques minutes pour ce débat. On revient toujours, on parle toujours des résolutions de la COP. C'est vrai qu'on en parlait de l'accord, on en parlait de la transition écologique, on en parlait des questions liées au financement, aux finances et climat et tout. Alors, on revient chez nous rapidement. Comment le Bénin peut mettre en application ces résultats issus de la COP selon vous, pour que cela touche réellement les franges, les zones vulnérables, les personnes vulnérables, les biens vulnérables? Comment le Bénin peut déjà faisant partie des parties à la COP sédentaire de la Convention, et le Bénin qui prend part à tous ces rendez-vous, comment les mettre en application pour qu'on sente réellement du changement? Oui, mais vous savez, il n'y a pas un butin que la COP 24 a trouvé et dont la répartition peut se faire jusqu'au Bénin. Non. Ce qu'on a obtenu à Katowice, c'est l'édition du manuel de procédure. Le financement, c'est à partir de 2020. La clé de répartition du fonds climat, qui va permettre au pays du Sud de s'adapter, cette clé n'est même pas encore élaborée. Puisqu'on n'a pas bouclé les 100 milliards. On ne pourra même pas le boucler. Donc, est-ce que vous voyez? En attendant tout ça, qu'est-ce que le pays peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que le Bénin va continuer de faire, c'est d'abord ce qu'il a commencé par faire. Ce qu'il a commencé par faire, c'est de voir les zones de vulnérabilité. Au niveau du pays, quelles sont les zones de vulnérabilité climatique. Et au niveau de ces zones,
il y a un certain nombre de projets qui ont été envisagés pour soulager ou pour prévenir un certain nombre de risques liés aux effets des changements climatiques. Donc, le Bénin va continuer à mettre en œuvre ces différents projets pour répondre aux attentes des populations. D'accord. Monsieur Djondo? Oui, je suis d'accord avec le professeur, mais pas tout à fait. Parce que je sais comment nous mettons en œuvre des projets au Bénin et en Afrique. Ce n'est pas le Bénin seul, c'est l'Afrique. Ça, c'est un problème des pays en voie de développement par rapport à la mise en œuvre des projets de développement. Je crois qu'on pourrait mieux penser ces genres de projets, puisque la question était comment mieux intégrer les communautés au centre de ces projets. C'est de mieux penser ces projets et de ne pas penser des projets que nous avons l'habitude de faire depuis le bureau des ministères qui viennent au niveau des communautés qu'on dit voilà ce qu'on a pour vous. Non. D'accord. C'est vraiment de penser les projets avec les communautés et de les mettre en œuvre avec les communautés. C'est la seule condition. Je dis bien, c'est la seule condition pour que nous puissions vraiment impacter ces communautés-là pour leur bien-être. Merci à vous, Monsieur Djondo Massimin de BIS ONG. Vous avez participé à ce débat, les deux panels. Le professeur Edmond Sosoupé, biologiste aménagiste de l'environnement. Merci également à vous pour la participation et à Claire Stéphane Sacramento aussi qui était passé pour le premier panel. Au Bénin, c'était le bilan environnement 2018. On est revenu sur les grands sujets à marquer l'actualité au Bénin et également dans le monde. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes liés à l'environnement. Vous aurez au cours de cette année beaucoup d'autres programmes pour parler de militantisme environnemental dans notre pays. Au revoir.